Excellencies, ladies and gentlemen. Excellences, mesdames et messieurs, chers amis présents avec nous depuis le monde entier. L'actualité est dominée par les maux de la planète, par les conflits et le chaos climatique, par la multiplication des souffrances humaines, par les dissensions géopolitiques croissantes. Mais au milieu de cette tourmente, autre chose est en train de se jouer. Quelque chose qui aura des profondes répercussions. Tout au long de l'histoire, l'énergie a présidé aux destinées de l'humanité, du feu à l'atome, en passant par la vapeur. Aujourd'hui, nous entrons dans une ère nouvelle. Les énergies fossiles sont en bout de course. Nous sommes à l'aube d'une ère des énergies propres. Il suffit d'observer les flux financiers. L'année dernière, 2 000 milliards de dollars ont été investis dans les énergies propres. C'est 800 milliards de dollars de plus que pour les énergies fossiles. Et cela représente une hausse de près de 70% en 10 ans. Et de nouvelles données publiées aujourd'hui par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables montrent que l'énergie solaire, qui était 4 fois plus chère que les énergies fossiles il y a peu de temps encore, est aujourd'hui 41% moins chère. L'éolien en mer, 53% moins cher. Et le coût de l'électricité produite par plus de 90% des énergies renouvelables dans le monde est inférieur au coût du nouveau combustible fossile le moins cher. C'est un tournant, non seulement sur le plan énergétique, mais aussi du point de vue des possibilités qui s'offrent à nous. Car oui, nous pouvons assainir notre rapport au climat. Les énergies solaires et éoliennes permettent d'ores et déjà d'économiser au niveau mondial une quantité d'émissions de carbone presque équivalente à l'ensemble des émissions annuelles de l'Union européenne. Mais plus fondamentalement, il y va de la sécurité énergétique et de la sécurité des personnes, de la gestion avisée de l'économie, des emplois décents, de santé publique et de la réalisation des objectifs de développement durable, et de la capacité de mettre à la disposition des populations du monde entier une énergie propre et abordable. Aujourd'hui, nous publions un rapport spécial avec le soutien d'organismes des Nations Unies et d'organisations partenaires, l'Agence internationale de l'énergie, le Fonds monétaire international, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, la Banque mondiale. Ce rapport illustre le chemin parcouru au cours de la décennie écoulée depuis que l'accord de Paris a ouvert la voie à une révolution de l'énergie propre. Il montre que nous avons beaucoup à gagner d'une transition rapide et juste à l'échelle mondiale, pour peu que nous prenions les mesures voulues. Au niveau mondial, la puissance installée des énergies renouvelables est déjà presque comparable à celle des énergies fossiles, et ce n'est qu'un début. L'année dernière, la quasi-totalité de l'énergie fournie par les nouvelles capacités de production était renouvelable. Sur tous les continents, on a créé plus de capacités de production d'énergie provenant des sources renouvelables que provenant de combustibles fossiles. Les sources d'énergie renouvelable ont généré... Plutôt, l'énergie propre n'est plus une promesse d'avenir, c'est une réalité. Aucun gouvernement, aucune industrie, aucun intérêt particulier ne saurait l'arrêter. Bien entendu, le lobby des combustibles fossiles, certaines entreprises dans ce secteur s'y emploieront, et nous savons jusqu'où ils peuvent aller. Mais j'en ai désormais la certitude, tous leurs efforts sont voués à l'échec, car il est trop tard pour revenir en arrière. Il y a 3 raisons de poids à cela. Premièrement, les marchés. Pendant des décennies, l'augmentation des émissions est allée de pair avec celle de la croissance économique. Ce n'est plus le cas. Dans de nombreuses économies avancées, les émissions plafonnent, mais l'économie continue de croître. Rien qu'en 2023, le secteur de l'énergie propre a contribué à hauteur de 10% à la croissance du PIB mondial. En Inde, 5%. Aux États-Unis, 6%. En Chine, l'un des leaders de la transition énergétique, 20%. Et dans l'Union européenne, près de 33%. Et le secteur des énergies propres emploie désormais 35 millions de personnes dans le monde. Même le Texas, cœur de l'industrie fossile américaine, est aujourd'hui le premier producteur d'énergie renouvelable aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est une question de bon sens économique. Et ce, en dépit d'une distorsion manifeste du marché au profit des énergies fossiles, qui bénéficient de subventions à la consommation 9 mois plus importantes que les renouvelables au niveau mondial.
Et si l'on ajoute à cela le coût non comptabilisé des dommages subis par les populations et la planète à cause des changements climatiques, la distorsion est encore plus marquée. Les pays qui s'accrochent aux énergies fossiles ne protègent pas leurs économies, ils les sabotent. Ils poussent les coûts à la hausse, ils freinent la compétitivité, ils se condamnent à avoir des actifs bloqués. Et ils passent à côté de la plus grande promesse économique du XXIe siècle. Excellences, chers amis. En deuxième lieu, les énergies renouvelables sont promises à un bel avenir, car elles sont au cœur de la sécurité et de la souveraineté énergétique. Disons-le clairement, les combustibles fossiles constituent aujourd'hui la plus grande menace pour la sécurité énergétique. Ils laissent les économies et les populations à la merci des variations de prix, des ruptures d'approvisionnement et des turbulences géopolitiques. C'est ce que l'on a vu lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une guerre en Europe a entraîné une crise énergétique mondiale. Les cours du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche et les factures d'électricité et les dépenses alimentaires leur ont emboîté le pas. En 2022, les ménages ont vu leurs dépenses énergétiques augmenter de 20% en moyenne dans le monde. Les économies modernes et compétitives ont besoin d'un approvisionnement énergétique stable à un prix abordable. Les énergies renouvelables permettent d'avoir les deux. La lumière du soleil n'est pas sujette aux flambées de prix. Le vent ne peut être soumis à aucun embargo. En leur fournissant de l'électricité, les énergies renouvelables peuvent mettre le pouvoir entre les mains des citoyens et des États. Or, presque tous les pays ont suffisamment de soleil, de vent ou d'eau pour devenir autosuffisants sur le plan énergétique. Les énergies renouvelables sont la solution pour une véritable sécurité énergétique, une véritable souveraineté énergétique et une véritable protection contre la volatilité associée aux combustibles fossiles. Chers amis, troisième et dernière raison pour laquelle les énergies renouvelables sont désormais incontournables, la facilité d'accès. On ne peut pas construire une centrale à charbon au fond d'un jardin, mais on peut installer des panneaux solaires dans le village le plus isolé de la planète. Le solaire et l'éolien peuvent être déployés plus facilement, plus rapidement et pour moins cher que les énergies fossiles ne pourront jamais l'être. Et bien que le nucléaire soit amené à faire partie du bouquet énergétique mondial, il ne pourra jamais résorber les inégalités d'accès. Tout cela change la donne pour des centaines de millions de personnes qui vivent encore sans électricité, pour la plupart en Afrique, continent qui regorge de sources d'énergie renouvelables inexploitées. À l'horizon 2040, l'Afrique pourrait avoir une production d'électricité 10 fois supérieure à ses besoins, uniquement grâce aux renouvelables. Déjà, des dispositifs autonomes de production d'énergie renouvelable à petite échelle servent à éclairer des maisons et à alimenter des écoles et des entreprises dans des zones isolées. Et dans des pays comme le Pakistan, le solaire s'impose grâce à l'impulsion des citoyens. Ce sont les consommateurs qui sont à l'origine du boom des énergies propres. Excellences, chers amis, rien ne peut arrêter la transition énergétique. Mais cette transition n'est encore ni assez rapide ni assez équitable. Les pays de l'OCDE et la Chine représentent 80% de la capacité de production d'énergie renouvelable installée dans le monde. Le Brésil et l'Inde près de 10%, l'Afrique seulement 1,5%. Pendant ce temps, des vies et des moyens de subsistance sont anéantis par la crise climatique. Dans certains petits États insulaires, les catastrophes climatiques ont coûté plus de 100% du PIB. Aux États-Unis, elles font exploser les primes d'assurance. Et la limite de 1,5 degré devient plus que jamais un vœu pieux. Pour que cet objectif reste à notre portée, nous devons au plus vite réduire les émissions et étendre l'envergure de la transition vers les énergies propres. Les capacités de production se multiplient, les prix chutent et la COP30 approche à grands pas. Nous nous trouvons donc à un moment décisif. Ne le laissons pas passer. Le moment est venu d'agir dans 6 domaines porteurs. Premièrement, nous devons saisir l'occasion de faire des nouveaux plans climatiques nationaux le moteur d'une transition énergétique irréversible. Trop souvent, les gouvernements envoient des messages contradictoires. Un jour, des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable, le lendemain, de nouvelles subventions aux combustibles fossiles et des mesures qui favorisent leur expansion. Les prochains plans d'action nationaux sur le climat doivent être présentés dans quelques mois. Ils devront être source de clarté et de certitude. Les pays du G20 doivent être à la manœuvre. Ils sont responsables de 80% des émissions mondiales. Le principe de responsabilité commune mais différenciée doit être appliqué, mais tous les pays doivent redoubler d'efforts.
En prévision de la COP30 qui se tiendra au Brésil en novembre, ils doivent présenter de nouveaux plans. J'invite les dirigeants à présenter leurs nouvelles contributions déterminées au niveau national lors d'une manifestation que j'organiserai en septembre durant la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale. Ces contributions devront couvrir toutes les émissions dans tous les secteurs de l'économie, ne pas dépasser la limite de 1,5 degré, se fonder sur une approche cohérente intégrant les priorités liées à l'énergie, au climat et au développement durable, et tenir les promesses qui ont été faites au niveau mondial, à savoir multiplier par 2 l'efficacité énergétique et par 3 les capacités en énergie renouvelable d'ici à 2030 et accélérer l'abandon progressif des combustibles fossiles. Ces plans devront être assortis de feuilles de route à long terme permettant d'assurer une transition équitable vers des systèmes énergétiques à zéro émission nette conformément à l'objectif fixé pour 2050. Ils doivent s'accompagner de politiques qui montrent qu'un avenir alimenté par des énergies propres est inéluctable et mérite d'être soutenu par des investissements. Des politiques qui instaurent un cadre réglementaire clair et favorisent l'émergence d'un vivier de projets, qui renforcent les partenariats publics-privés en mobilisant des capitaux et en stimulant l'innovation, qui assurent la tarification effective du carbone et qui marquent la fin des subventions et des financements publics internationaux destinés aux combustibles fossiles comme promis. Deuxièmement, nous devons saisir l'occasion de bâtir les systèmes énergétiques du XXIe siècle. La technologie progresse. En l'espace de 15 ans seulement, le coût des systèmes de stockage par batterie pour réseau électrique a chuté de plus de 90%. Mais il y a un problème. Les investissements dans les infrastructures nécessaires ne suivent pas. Pour chaque dollar investi dans les énergies renouvelables, 60 centimes seulement sont consacrés au réseau et au stockage. Le rapport devrait être d'1 pour 1. Nous produisons de l'énergie renouvelable, donc, mais nous ne l'intégrons pas assez vite au réseau. La quantité d'énergie renouvelable en attente de raccordement est 3 fois supérieure à celle effectivement mise en service l'an dernier. Et le bouquet énergétique mondial reste dominé par les combustibles fossiles. Nous devons agir dès maintenant et investir dans l'architecture d'un avenir placé sous le signe des énergies propres, dans des réseaux modernes, souples et informatisés, ainsi que dans l'intégration régionale, dans une augmentation massive de la capacité de stockage d'énergie et dans les réseaux de recharge pour alimenter la révolution des véhicules électriques. Il faut aussi l'efficacité énergétique et l'électrification dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'industrie. C'est ainsi que nous pourrons tirer pleinement parti des possibilités offertes par les énergies renouvelables et que nous bâtirons des systèmes propres, sûrs et adaptés au monde de demain. Troisièmement, nous devons saisir l'occasion de répondre durablement à l'augmentation de la demande énergétique mondiale. De plus en plus de personnes sont raccordées au réseau et de plus en plus de villes se réchauffent, ce qui entraîne une hausse de la demande de climatisation. De plus en plus de technologies, de l'intelligence artificielle à la finance numérique, consomment une quantité d'électricité colossale. Et pour répondre à l'augmentation de la demande d'électricité, les gouvernements doivent privilégier le renouvelable. L'intelligence artificielle peut rendre les systèmes énergétiques plus efficaces, plus innovants et plus résilients, mais elle est également très énergivore. Un centre de données IA typique engloutit autant d'électricité que 100 000 foyers. Bientôt, les plus grands centres consommeront 20 fois plus. D'ici à 2030, ils pourraient utiliser autant d'électricité que l'ensemble de la population japonaise actuelle. Cette situation, évidemment, n'est pas viable. C'est à nous d'y remédier. Le secteur de la technologie doit donc montrer la voie. C'est pourquoi je demande aujourd'hui à toutes les grandes entreprises technologiques de faire en sorte que les centres de données fonctionnent aux énergies renouvelables d'ici à 2030. Elles doivent également veiller, tout comme d'autres secteurs, à utiliser durablement l'eau nécessaire au système de refroidissement. L'avenir se construit dans le nuage. L'avenir doit être alimenté par le soleil, le vent et la promesse d'un monde meilleur. Chers amis, quatrièmement, nous devons saisir l'occasion d'assurer une transition énergétique juste. L'ère de l'énergie propre doit garantir l'équité et la dignité et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'humanité tout entière. Cela signifie que les gouvernements doivent prendre les rênes d'une transition juste.
en assurant l'accompagnement, l'éducation et la formation des personnes qui travaillent pour l'industrie fossile, des jeunes, des femmes, des peuples autochtones et d'autres. Tous devraient pouvoir prospérer dans une économie reposant sur les énergies nouvelles, en assurant une meilleure protection sociale aussi pour que personne ne soit laissé pour compte, et en renforçant la coopération internationale en vue d'aider les pays à faible revenu, qui sont largement tributaires des combustibles fossiles et pour lesquels la transition est difficile. Mais la justice ne se limite pas à cela. Les minéraux critiques qui alimentent la révolution des énergies propres se trouvent souvent dans des pays qui ont longtemps été exploités. Aujourd'hui, nous voyons l'histoire se répéter, des populations malmenées, les droits bafoués, l'environnement saccagé, des nations entières reléguées aux échelons inférieurs des chaînes de valeur, tandis que d'autres en accaparent le produit, et des modèles d'extraction qui creusent encore les inégalités et amplifient les dégradations. Il faut que cela cesse. Les pays en développement peuvent jouer un rôle majeur dans la diversification des sources d'approvisionnement. Le groupe chargé de la question des minéraux critiques pour la transition énergétique a défini une trajectoire ancrée dans le respect des droits humains, de la justice et de l'équité. Je demande aujourd'hui au gouvernement, aux entreprises et à la société civile de se joindre à nous pour mettre en œuvre ces recommandations. Bâtissons un avenir qui soit respectueux de l'environnement et fondé sur l'équité, qui advienne rapidement, mais qui soit aussi guidé par le principe de justice, qui soit porteur de transformation, tout en favorisant l'inclusion. Cinquièmement, nous devons saisir l'occasion de mettre le commerce et l'investissement au service de l'accélération de la transition énergétique. L'ambition seule ne suffira pas à assurer le passage à une énergie propre. Il faut aussi des technologies, des matériaux, des minéraux critiques, des éléments concentrés dans quelques pays seulement. Or, le commerce mondial se fragmente, nous le voyons. La politique commerciale, par conséquent, doit soutenir l'action climatique. Les pays mobilisés en faveur d'une nouvelle ère énergétique doivent unir leurs forces pour lui donner corps grâce au commerce et à l'investissement. En diversifiant les chaînes d'approvisionnement, en les rendant plus sûres, plus résilientes, en abaissant les droits de douane sur les biens nécessaires à la production d'énergie propre, en débloquant les investissements et en renforçant les échanges, notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud et en actualisant des traités d'investissement dépassés, à commencer par les dispositions relatives au règlement des différends entre investisseurs et États. À l'heure actuelle, le secteur des combustibles fossiles instrumentalise ces dispositions pour retarder la transition, en particulier dans les pays en développement. Une réforme s'impose d'urgence. La course à l'innovation ne doit pas être réservée à une minorité privilégiée. C'est une course de relais, mais elle est collective, inclusive et source de résilience. Faisons du commerce un outil de transformation. Sixièmement, nous devons saisir l'occasion d'exploiter toute la puissance de la finance en dirigeant les investissements vers des marchés à très fort potentiel. Malgré une demande en forte hausse et un potentiel indéniable en matière d'énergie renouvelable, les pays en développement sont exclus de la transition énergétique. L'Afrique abrite 60% des meilleures ressources solaires au monde, mais elle n'a comptabilisé que 2% des investissements mondiaux dans les énergies propres au cours de l'année écoulée. En élargissant le cadre, on obtient un tableau tout aussi alarmant. Au cours des 10 dernières années, en effet, seul $1 sur 5 consacré à l'énergie propre est allé à des pays émergents ou en développement autres que la Chine. Si nous voulons contenir le réchauffement à 1,5 degré et assurer un accès universel à l'énergie, les investissements annuels dans les énergies propres doivent être multipliés par plus de 5 dans ces pays d'ici à 2030. Cela exige de prendre des mesures audacieuses à l'échelon national, mais aussi de mener une action concrète au niveau mondial. D'abord, il faut réformer l'architecture financière internationale. Il faut renforcer considérablement la capacité de prêt des banques multilatérales de développement, afin qu'elles gagnent en envergure et en audace et soient plus à même de canaliser des flux massifs de capitaux privés à un coût raisonnable. Et il faut prendre des mesures efficaces en matière d'allègement de la dette, notamment en intensifiant le recours à des outils éprouvés tels que la conversion de dette en mesures en faveur du climat. À l'heure actuelle, les pays en développement payent des sommes exorbitantes pour accéder à des financements par emprunt et par prise de participation, en partie à cause des modèles de risque obsolètes, de préjugés et d'hypothèses erronées qui accroissent considérablement le coût du capital. Les agences de notation et les investisseurs doivent moderniser leurs pratiques. Il nous faut une nouvelle approche du risque qui tienne compte du potentiel des énergies propres, du coût croissant du chaos climatique et du danger associé aux actifs fossiles échoués. Je demande instamment aux parties de s'atteler ensemble à régler les problèmes complexes auxquels se heurtent certains pays en développement dans le cadre de la transition énergétique
notamment la mise hors service anticipée des centrales à charbon. Chers amis, Excellences, l'ère des combustibles fossiles est à bout de souffle et en bout de course. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère énergétique, une ère dans laquelle une énergie abondante, propre et peu coûteuse viendra alimenter un monde riche en perspectives économiques, où la sécurité énergétique des nations sera assurée et où l'énergie sera un bien universel. Ce monde est à notre portée, mais cela ne se fera pas tout seul, pas assez rapidement, pas assez équitablement. C'est à nous de prendre les choses en main. Nous disposons des outils nécessaires pour doter l'humanité de l'énergie de demain. Utilisons-les à bon escient. Nous ne devons pas laisser passer ce moment. Je vous remercie. Merci pour cette déclaration importante. Vous avez parlé de ce qui est en jeu, certes, mais vous avez également défini une vision, une feuille de route qui resitue les changements climatiques dans le contexte actuel. Ce n'est pas seulement un impératif moral, vous l'avez repositionné dans le contexte économique et financier en tant que possibilité qui s'offre à nous. Et c'est ce que vous avez partagé avec nous tous. J'aimerais maintenant que nous ouvrions un bref dialogue pour répondre à certaines questions, préoccupations qui viennent à l'esprit en lisant ce rapport. Pour commencer, je voudrais insister sur une question fondamentale que vous avez soulevée. La manière dont vous avez resitué les changements climatiques en identifiant les leviers d'action financiers et économiques, ce qui va à l'encontre de discours dominants sur les changements climatiques. On parle beaucoup de sacrifices et de coûts. Donc on a l'impression que l'action climatique revient à renoncer à quelque chose, renoncer à une possibilité de croissance peut-être. Que répondriez-vous à cela? Comment peut-on assurer la transition entre la manière dont cela a été perçu par le passé et ce qu'il faut voir aujourd'hui? Alors, il est clair qu'il faudra plus d'énergie dans le futur. Il est clair aussi que la façon la plus facile, meilleur marché, de produire plus d'énergie et de passer par les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables constituent donc l'investissement le moins onéreux dans la production énergétique, ce dont nous avons besoin. Donc ce n'est pas vraiment un coût. Je tombe moi-même dans ce piège par moment. L'on décrit souvent les changements climatiques sous le prisme des catastrophes qui frappent le monde, les effets dévastateurs que l'on connaît tous à travers le monde. La vie devient de plus en plus difficile. Il y a les petits États insulaires, les zones désertiques en Afrique, les inondations, les canicules, la fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer, et ainsi de suite. Mais il est important, bien que tout cela soit vrai, bien que la situation soit dramatique et que l'on risque de perdre la possibilité de limiter la hausse des températures à 1,5 degré, tout cela est vrai, mais nous avons aussi les outils et les instruments requis pour enrayer cette progression. Nous avons la science et l'économie de notre côté. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique qui n'est pas systématique. Donc, il y a deux vérités. Il est possible de les concilier. Il y a cette situation d'urgence, nous n'avons plus le temps, il faut agir, mais plus que jamais, d'un autre côté, nous avons les outils, les ressources et les technologies nécessaires pour y remédier dans les 5 à 10 prochaines années, dans un délai raisonnable. Donc, l'autre réaction possible à ce rapport, c'est que
nous nous trouvons à un moment décisif sur le plan géopolitique. Les violations des droits humains, les conflits, les guerres qui déchirent le monde, les problèmes économiques posent des questions. Pourquoi avez-vous choisi d'insister sur les changements climatiques en ce moment précis, alors qu'il y a d'autres questions qui peuvent paraître plus urgentes ou plus urgentes dans l'immédiat? Alors soyons clairs, c'est le bon moment pour mener une offensive dans l'opinion publique, pour promouvoir l'action climatique, pour deux raisons. Premièrement, les gouvernements prennent aujourd'hui des décisions qui sont essentielles en présentant leurs contributions déterminées à l'échelle nationale en septembre. Donc c'est le bon moment pour insister sur ces questions et pour mobiliser les opinions publiques afin qu'une pression soit exercée sur les gouvernements et que ces contributions déterminées à l'échelle nationale contiennent les éléments requis pour la transition énergétique. Deuxième raison, nous lançons la COP. Le président de la COP est d'ailleurs présent aujourd'hui. Et par conséquent, c'est le moment d'accélérer la discussion à l'échelle mondiale pour que la COP soit un succès. Mais d'un autre côté, il faut être clair. Bien sûr, je vais parler de Gaza dans quelques minutes. Je m'apprête à me rendre au Conseil de sécurité pour en parler. Nous savons tous que le monde traverse de grandes difficultés. Les médias se concentrent aussi beaucoup sur les aspects politiques. Il est donc difficile de sensibiliser l'opinion à ces questions. Mais n'oublions pas que les changements climatiques constituent une menace existentielle. Donc, il serait criminel d'oublier les changements climatiques pour se concentrer sur des questions prétendument plus urgentes. Car elles ne sont plus urgentes qu'en théorie. Rien n'est plus urgent que d'accélérer en réalité la transition énergétique. Toutes les autres stratégies de l'économie et de la société verte sont essentielles pour que la hausse se limite à 1,5 degré. Nous risquons d'arriver au point de non-retour et de ne plus pouvoir limiter la hausse des températures à 1,5 degré, ce qui risque d'être irréversible. Et ce qu'il faut absolument, c'est bien se rendre compte que ces crises sont toutes liées entre elles. Les changements climatiques, oui, ont une incidence sur la sécurité. Pensez aux inondations qui ont frappé bien des régions du monde, qui entraînent une hausse de la pauvreté. Prenez le Sahel. Aujourd'hui, le Sahel est un terreau fertile pour les terroristes. Pourquoi? Entre autres parce que sur le plan économique, les choses sont de plus en plus difficiles, car en raison des changements climatiques, il est de plus en plus dur de cultiver ces terres. Donc les personnes vivent dans des conditions de plus en plus dures en raison des changements climatiques, et cela donne de l'eau au moulin des terroristes. Donc, alors même que nous prenons à bras le corps les questions dramatiques de sécurité, nous ne devons pas oublier que les changements climatiques accélèrent de façon spectaculaire cette instabilité. Vous avez parlé aussi des histoires, des récits que l'on construit. Les changements climatiques sont toujours évoqués dans le contexte de catastrophes, de ce qui va dans la mauvaise direction, de choses qui nous arrivent et nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. C'est ça qu'on entend. Et donc ce qu'il faut aussi, c'est parler des occasions qui s'offrent à nous, ne pas parler seulement des changements climatiques à travers un prisme négatif. Et il faut donner plus de visibilité aux questions et aux récits positifs, aux personnes qui changent les choses. Leurs exemples doivent être des exemples, des moteurs d'action. De nombreux jeunes sont profondément déprimés en raison des changements climatiques. Il faut lutter contre ce phénomène. Et comment lutter contre cela? Eh bien, en disant que ce n'est pas inévitable, que nous avons à disposition les
ressources, les instruments pour changer le cap, pour veiller à ce que la dimension humaine et la sécurité de notre planète se retrouvent, s'unissent de nouveau. Il faut montrer la réalité telle qu'elle est, c'est ça qui est fondamental. Sans essayer de l'édulcorer, mais en montrant malgré tout que nous pouvons changer les choses, que nous pouvons réécrire l'histoire et améliorer les choses si nous prenons les décisions que nous pouvons prendre aujourd'hui sur le plan économique comme scientifique. Oui, car on entend aussi beaucoup dire qu'il est trop tard et c'est se vouer à l'échec. Oui, baisser les bras devant ces discours négatifs, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il faut expliquer que la situation est certes dramatique, mais qu'il y a des raisons pour continuer à garder espoir et que bien sûr il faut que les acteurs qui ont des responsabilités se montrent responsables et fassent preuve de volonté politique. C'est pourquoi il faut faire pression sur les gouvernements pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Dans le même temps, lorsqu'on se tourne vers le secteur privé, on voit qu'il y a un changement véritablement impressionnant. Pour une raison toute simple, il y en a qui veulent faire plus d'argent. Oui, donc il y a le bâton et la carotte existe bel et bien. Le secteur privé change car il y a des occasions à saisir. Mais il y a encore des distorsions sur les marchés contre les renouvelables. Dans de nombreux pays, il n'y a pas encore les bons instruments en place pour régler cela. Mais c'est une raison de plus pour dire au gouvernement qu'ils doivent prendre les bonnes décisions, qu'ils doivent permettre au marché de fonctionner de façon équitable, tout en veillant à ce que la transition énergétique soit juste. C'est le cas pour toutes les transitions. Il y a des gagnants et des perdants. Prenez la transition numérique. Il y a toujours des personnes qui voient des occasions s'échapper à elles. Donc il faut apporter une aide aux régions et aux individus qui souffrent de cette transition. Je me souviens que lorsque j'étais Premier ministre, j'ai fermé la dernière mine de charbon dans mon pays. Et un programme a été mis en place pour réinvestir dans cette région, pour proposer des formations, revoir à la hausse les filets de protection sociale. Car il y a des secteurs qui ont le vent en poupe et d'autres qui sont en difficulté. Et quand on constate une telle réalité, il faut veiller à prendre bien soin des personnes, des populations, des régions qui souffrent de cette transition. Oui, c'est un message très important. Il y a une fenêtre qui s'ouvre aujourd'hui, d'ici à la COP30. Si nous faisons passer ce message seulement à la COP30, ce sera trop tard. Nous devons agir dès maintenant sur la base de toutes ces informations pour voir si nous pouvons enclencher une dynamique collective pour plus d'ambition, plus d'action. Et nous devons le faire de façon responsable, en veillant à la justice, en veillant à rallier les populations derrière cette transition. J'aimerais conclure en vous posant une question posée par un membre du public lors d'une manifestation en Afrique. Zahir Soleiman d'Afrique du Sud a posé une question lors de cet événement qui évoque un sujet que vous avez aussi abordé, à savoir cette crainte qu'ont les jeunes vis-à-vis des changements climatiques, cette peur qu'il ne soit déjà trop tard. En tant que secrétaire général des Nations Unies, qu'est-ce qui vous fait espérer, qu'est-ce qui vous fait penser que notre génération a encore une chance de changer l'avenir? Quel est votre dernier message pour les jeunes? C'est vrai, ma génération a essuyé un échec. Nous avons commencé à intervenir trop tard par rapport à ce qu'il aurait fallu faire. Mais heureusement, les choses ont rapidement changé sur le plan scientifique, sur le plan économique aussi. Donc même si nous avons négligé la question, si nous n'avons pas saisi les occasions qui se sont offertes à nous lorsque nous pouvions le faire, les personnes de ma génération, je veux dire, je crois que maintenant les instruments sont en place et je suis certain que la nouvelle génération va accélérer les choses et va consolider
cette nouvelle façon de vivre pour les êtres humains en harmonie avec la nature. C'est un message merveilleux pour conclure. Merci pour votre rôle de chef de file. Merci de nous avoir convoqués à l'occasion du lancement de ce rapport. J'espère que vous avez toutes et tous trouvé des messages, des éléments qui pourront nourrir votre travail et votre action en collaboration. Merci beaucoup.